Pendant des siècles, l'Europe cherchait un moyen efficace de rejoindre l'Asie. Les voyages entre l'Angleterre et la Chine, par exemple, nécessitaient plusieurs années, obligeant les navires à contourner le continent africain. Cette route longue et périlleuse autour du cap de Bonne-Espérance était la seule option viable, le canal de Suez n'existant pas encore. La découverte des Amériques révéla que le globe terrestre était bien plus vaste qu'on ne le pensait initialement. Cette prise de conscience fit naître une nouvelle hypothèse, l'existence d'un passage vers l'Asie en naviguant vers le nord, autour du pôle Nord, puis en redescendant vers le sud. Si cette théorie s'avérait exacte, elle permettrait d'économiser des années de voyage et de sauver de nombreuses vies perdues lors des longues traversées. À la fin des années 1700, la compagnie de la baie d'Hudson entreprit plusieurs expéditions le long des côtes canadiennes. L'objectif était de trouver une voie navigable permettant de traverser vers l'Asie. À cette époque, l'étendue ouest-est des Amériques n'était pas bien comprise. Les explorateurs sondaient les côtes à la recherche d'une ouverture qui leur permettrait de descendre vers le sud et de rejoindre l'océan Pacifique. Au début des années 1800, la recherche du passage du Nord-Ouest devint une priorité pour l'amirauté britannique. Sir John Barrow, secrétaire de l'amirauté, était convaincu de l'existence d'un passage près du pôle Nord. En 1845, à l'âge de 82 ans et à la fin de sa carrière, Barrow était déterminé à organiser la première expédition qui relierait l'Europe à l'Asie par cette route arctique. Cette décision allait marquer le début de l'une des expéditions les plus célèbres et mystérieuses de l'histoire de l'exploration, l'expédition Franklin. Sir John Barrow entreprit de trouver le meilleur capitaine pour mener cette périlleuse expédition. Les deux premiers choix déclinèrent l'offre, malgré leur expérience arctique considérable. Tous deux avaient juré de ne plus jamais voyager vers le nord, conscients des dangers extrêmes que représentaient ces expéditions. Le troisième choix fut Francis Crozier, un marin expérimenté et apprécié de l'amirauté. Cependant, son origine irlandaise le disqualifia, le gouvernement britannique insistant pour que le commandant soit un membre pur sang de la royauté britannique. James Fitzjames, le quatrième choix, correspondait aux critères de classe sociale britannique, mais son manque d'expérience en navigation arctique le fit écarter. Sir John Franklin, cinquième choix de Barrow, fut finalement sélectionné. Membre de la haute société britannique et figure célèbre parmi les marins, Franklin était connu pour sa gentillesse envers ses hommes et son leadership religieux. La réputation de Franklin était entachée par un surnom peu flatteur, l'homme qui a mangé sa botte. Ce sobriquet provenait d'une expédition désastreuse en 1818 où, en tant que second, Franklin avait dû faire face à la perte des provisions. Les récits rapportent que l'équipage désespéré en vint à manger le cuir de leurs propres bottes. Les deux navires choisis pour l'expédition avaient déjà une histoire riche. Le HMS Terror avait notamment participé à la guerre de 1812, prenant part à l'attaque de Fort McHenry, bataille qui inspira l'hymne national américain. Pour cette mission arctique, les navires subirent d'importantes modifications. Des bandes de fer et des murs renforcés furent ajoutés pour résister à la pression des glaces. Les hélices et les gouvernails étaient rétractables, permettant de les protéger en cas de passage dans des zones de glace denses. Les navires furent équipés de moteurs à vapeur issus de locomotives, offrant une propulsion, même en l'absence de vent. Un système de chauffage, innovation remarquable pour l'époque, fut installé dans tout le navire. Chaque navire embarqua une bibliothèque de plus de 1000 livres, témoignant de l'importance accordée à l'occupation intellectuelle durant les longues périodes d'immobilisation hivernale. Des équipements sportifs furent également prévus, permettant à l'équipage de maintenir une activité physique, notamment lors des périodes où la glace serait suffisamment épaisse pour marcher dessus. L'expédition emporta plusieurs barils d'alcool et 2 tonnes de tabac, non pas comme marchandise, mais pour la consommation de l'équipage durant le voyage. Des costumes de théâtre furent inclus dans l'équipement, offrant la possibilité aux marins de mettre en scène des pièces pour se divertir durant les longues périodes d'isolement. Un problème crucial concernait les conserves alimentaires. Bien que cette technologie récente promettait de résoudre les problèmes de conservation de la nourriture lors des longues expéditions, le gouvernement britannique avait choisi le fournisseur le moins cher
pour produire plus de 8000 boîtes de conserve, seulement 7 semaines avant le départ des navires. 2 animaux de compagnie accompagnèrent l'expédition. Lady Franklin offrit à son mari un singe nommé Jaco. Le capitaine Crozier, quant à lui, amena son chien de Terre-Neuve, Neptune. Un chat fut également embarqué, une pratique courante à l'époque pour lutter contre les rongeurs qui pouvaient menacer les réserves de nourriture. L'équipage total se composait de 24 officiers et 110 marins. Malgré l'ampleur de l'expédition et ses enjeux, seuls 6 hommes sur les 134 membres de l'équipage avaient une expérience de navigation dans l'Arctique. L'expédition Franklin quitta l'Angleterre le 19 mai 1845, marquant le début de ce qui allait devenir l'une des plus énigmatiques aventures de l'exploration arctique. Les navires HMS Erebus et HMS Terror, chargés de provisions et d'espoir, prirent la mer sous le commandement de Sir John Franklin. L'équipage de 134 hommes était composé de 24 officiers et 110 marins, prêts à affronter les défis de l'Arctique malgré leur manque d'expérience dans ces régions hostiles. Après leur départ d'Angleterre, les navires firent une brève escale en Écosse. 2 navires, le Barretto Junior et le HMS Rattler, les accompagnèrent jusqu'aux côtes du Groenland. Cette étape fut cruciale pour le transfert des dernières provisions nécessaires à l'expédition. Le HMS Rattler en particulier joua un rôle important dans cette opération. Lors de cette escale, un événement inattendu se produisit. 5 marins de l'Erebus et du Terror tombèrent malades. Ces hommes furent transférés sur le Rattler pour être ramenés en Angleterre, devenant ainsi les seuls survivants de l'expédition Franklin. Le Rattler, en quittant l'expédition, emporta les dernières lettres écrites par l'équipage à destination de leurs proches en Angleterre. Ces documents offrent un aperçu précieux de l'état d'esprit des hommes au début de leur voyage. Franklin lui-même écrivit une lettre de 14 pages à sa femme. Il y décrivait une atmosphère positive à bord, malgré l'interdiction de l'ivresse et des jurons qu'il avait imposés. Il mentionna également les frasques du singe Jaco, qui volait divers objets aux membres de l'équipage, un comportement qui semblait amuser plutôt qu'agacer les hommes. Toutes les lettres envoyées ce jour-là témoignaient d'un optimisme général. L'équipage semblait confiant quant au succès de leur mission, ignorant les épreuves qui les attendaient. La dernière observation confirmée de l'expédition Franklin eut lieu en juillet 1845. Un navire baleinier croisa la route du Terror et de l'Erebus dans la baie de Baffin. Ce navire retournait en Angleterre, tandis que l'expédition Franklin poursuivait sa route vers l'Arctique canadien. Cette rencontre fortuite marque un moment crucial dans l'histoire de l'expédition. Elle représente le dernier contact visuel avec des membres de l'équipage encore en vie, du moins officiellement. Après ce bref échange dans les eaux de la baie de Baffin, les navires de Franklin disparurent dans les vastes étendues arctiques. Le baleinier, témoin involontaire de ce moment historique, ne pouvait imaginer qu'il serait le dernier à voir ces hommes vivants. L'expédition Franklin s'enfonça dans l'Arctique, laissant derrière elle ce dernier lien avec le monde connu, et s'embarquant dans un voyage qui allait devenir l'un des plus grands mystères de l'histoire de l'exploration. En 1847, 2 ans après le départ de l'expédition Franklin, l'absence de nouvelles commença à susciter de vives inquiétudes en Angleterre. Le voyage était initialement prévu pour durer environ 1 an et demi. Lorsque cette période s'écoula sans aucun signe de l'expédition, l'anxiété monta au sein des familles des membres d'équipage et dans les cercles maritimes britanniques. Lady Jane Franklin, épouse de Sir John Franklin, joua un rôle crucial dans le lancement des opérations de recherche. Face à l'inaction initiale de l'amirauté, qui jugeait ses préoccupations infondées, Lady Franklin prit l'initiative. Elle mobilisa des comités et rassembla des soutiens pour faire pression sur le gouvernement. Son ami, l'écrivain Charles Dickens, utilisa sa notoriété pour sensibiliser le public à la disparition de l'expédition. Il publia des articles dans la presse, exhortant la population à réclamer des actions de la part des autorités. Ces efforts conjoints transformèrent progressivement la disparition de l'expédition Franklin en une affaire d'intérêt national. Sous la pression croissante, le gouvernement britannique finit par lancer des opérations de recherche. En 1850, une avancée significative fut réalisée avec la découverte d'un ancien campement sur l'île Beechey. Les explorateurs y trouvèrent de nombreuses boîtes de conserve vides et d'autres vestiges indiquant un séjour prolongé de l'expédition Franklin.
La découverte la plus frappante sur l'île Vichy fut celle de 3 tombes contenant les corps de membres de l'expédition Franklin. Les pierres tombales portaient des inscriptions indiquant que ces décès étaient survenus en 1846, soit dans les premiers mois du voyage. Bien que tragiques, ces décès n'étaient pas inhabituels pour une expédition arctique de cette envergure. Les causes probables étaient la pneumonie ou la tuberculose, maladie courante dans ces conditions extrêmes. Ces découvertes, bien que précieuses, ne fournissaient pas d'informations sur le sort du reste de l'équipage après leur départ de l'île Vichy. En 1851, un rapport intrigant fit surface. Un iceberg portant 2 navires emprisonnés dans la glace aurait été aperçu au large des côtes du Groenland. Cette nouvelle suscita un regain d'espoir et d'excitation. Cependant, il s'avéra par la suite que ces navires étaient en réalité 2 baleiniers abandonnés, sans lien avec l'expédition Franklin. Cette fausse piste illustre la confusion et le désespoir qui entouraient la recherche de l'expédition disparue. En 1852, le capitaine Edward Belcher dirigea une nouvelle expédition de recherche. Cette mission, bien qu'ambitieuse, se solda par un échec coûteux. Belcher et son équipe se retrouvèrent piégés dans les glaces, une situation ironiquement similaire à celle qu'ils cherchaient à résoudre. L'expédition se termina par l'abandon de 4 navires dans l'Arctique. La perte de ces navires eut des répercussions inattendues. L'un d'eux, le HMS Resolute, fut récupéré des années plus tard par des Américains. En geste de bonne volonté, les États-Unis le restituèrent à la Grande-Bretagne. Le bois de ce navire fut ultérieurement utilisé pour fabriquer plusieurs bureaux, dont l'un, connu sous le nom de bureau Resolute, fut offert au président américain Hayes et se trouve encore aujourd'hui dans le bureau ovale. L'échec de l'expédition Belcher refroidit considérablement l'enthousiasme du gouvernement britannique pour les recherches arctiques. Les coûts élevés et les risques importants associés à ces missions commençaient à peser lourd. Le 31 mars 1854, l'Amirauté prit la décision officielle de déclarer l'expédition Franklin perdue et son équipage présumé mort, mettant ainsi fin aux recherches officielles. Le 21 avril 1854, John Rae, un explorateur britannique vivant parmi les Inuits au Canada, apporta les premières informations concrètes sur le sort de l'expédition Franklin. Rae avait recueilli des témoignages auprès de chasseurs inuits qui affirmaient avoir découvert un campement tragique près de l'embouchure de la rivière Back, au sud de l'île du roi Guillaume. Selon ces récits, les Inuits auraient trouvé les corps de 35 à 40 hommes, tous dans un état de dépérissement avancé. Pour étayer leurs affirmations, les Inuits avaient en leur possession divers objets appartenant à l'expédition. Parmi ces preuves matérielles, on trouvait des couverts en argent portant les initiales du capitaine Crozier, ainsi que des portraits encadrés des capitaines. Ces objets constituaient la première preuve tangible du destin de l'expédition Franklin, depuis la découverte du camp sur l'île Bichet. L'aspect le plus choquant du rapport de Rae concernait les preuves de cannibalisme. Les Inuits avaient rapporté que plusieurs corps présentaient des signes de mutilation et que des restes humains avaient été trouvés dans un foyer. Ces témoignages suggéraient que les survivants de l'expédition avaient été contraints de recourir au cannibalisme dans leurs derniers moments. La publication de ces informations dans la presse britannique provoqua un tollé. L'idée que des marins britanniques aient pu se livrer au cannibalisme était inconcevable pour de nombreux Victoriens. Charles Dickens, ami de Lady Franklin, fut parmi les plus virulents détracteurs de cette théorie, allant jusqu'à remettre en question la fiabilité des témoignages inuits. Face au refus du gouvernement de financer de nouvelles recherches, Lady Franklin finança elle-même une expédition à bord du navire Fox. Le 2 juillet 1857, cette mission, dirigée par Francis Leopold McClintock, partit à la recherche de preuves du sort de l'expédition Franklin. La découverte majeure de cette expédition eut lieu sur la côte nord de l'île de Roi-Guillaume. Dans un amas de pierres servant de repère, l'équipe trouva un document d'une importance capitale. La seule note écrite connue provenant de l'expédition Franklin. Cette note, rédigée sur un formulaire standard de l'Amirauté, contenait 2 messages distincts. Le premier, daté du 28 mai 1847, indiquait que tout allait bien. Il mentionnait que les navires avaient hiverné à l'île Bichet en 1846 et 1847, après avoir remonté le chenal Wellington jusqu'à la latitude 77 degrés nord
et être revenus par l'ouest de l'île Cornwallis. Le second message, écrit dans les marges du document et daté du 25 avril 1848, révélait une situation bien plus dramatique. Il indiquait que les navires avaient été abandonnés le 22 avril 1848, après avoir été pris dans les glaces depuis le 12 septembre 1846. La note mentionnait également que Sir John Franklin était décédé le 11 juin 1847, et que le total des décès s'élevait à ce moment-là à 9 officiers et 15 hommes. La note était signée par Francis Crozier, devenu commandant de l'expédition après la mort de Franklin, et James Fitzjames, capitaine du HMS Erebus. Elle se terminait par l'indication que les survivants prévoyaient de partir le lendemain pour la rivière Back. En plus de cette note cruciale, l'expédition du Fox fit une autre découverte significative sur la côte ouest de l'île du Roi Guillaume. Ils y trouvèrent un canot de sauvetage appartenant au HMS Terror. Ce canot contenait une variété d'objets qui semblaient peu utiles pour une marche à travers l'Arctique. Du savon, des peignes, des brosses et de l'argenterie. Plus inquiétant encore, 2 squelettes humains furent découverts à l'intérieur du canot. Cette découverte soulevait de nombreuses questions sur les derniers moments de l'expédition. Pourquoi ces hommes transportaient-ils des objets non essentiels alors qu'ils luttaient pour leur survie? Ces découvertes, bien que fournissant des informations précieuses, ne faisaient qu'épaissir le mystère entourant les derniers jours de l'expédition Franklin. Elle offrait un aperçu poignant des difficultés rencontrées par l'équipage, tout en laissant de nombreuses questions sans réponse sur leur sort final. Charles Francis Hall, un Américain vivant parmi les Inuits, entreprit une série d'expéditions de 1860 à 1869 pour élucider le mystère de l'expédition Franklin. Déterminé à trouver des preuves supplémentaires, Hall explora méticuleusement l'île du Roi Guillaume et la région de la rivière Back dans le nord du Canada. Ces zones étaient considérées comme cruciales, étant les derniers endroits où l'on pensait que les membres de l'expédition Franklin avaient été vus en vie. Au cours de ses voyages, Hall découvrit plusieurs tombes dispersées sur son itinéraire. Ces découvertes macabres jalonnaient le chemin présumé des survivants de l'expédition Franklin, offrant des indices sur leur progression et leur sort funeste. L'approche de Hall se distinguait par sa volonté de vivre parmi les Inuits et d'apprendre leur langue. Cette immersion lui permit de recueillir de nombreux témoignages oraux sur l'expédition Franklin. Au fil des années, il rassembla des centaines de récits auprès des populations locales. Ces témoignages variaient considérablement, allant d'observations de grands groupes d'hommes marchant à travers l'île à des rencontres avec de petits groupes de survivants. Les récits incluaient des détails sur l'état physique des hommes, leurs tentatives de communication avec les Inuits et leurs efforts désespérés pour trouver de la nourriture et un abri. L'un des aspects les plus frappants des témoignages recueillis par Hall était la diminution progressive du nombre de survivants observés au fil du temps. Les premiers récits faisaient état de groupes relativement importants, correspondant aux 105 hommes mentionnés dans la note de Victory Point comme ayant quitté les navires. Cependant, au fil des ans, les témoignages rapportaient des groupes de plus en plus petits. Les dernières observations crédibles ne mentionnaient plus que quelques hommes. Le témoignage le plus tardif et le plus intrigant datant de 1858 faisait état de seulement 2 hommes aperçus dans la région. Certains Inuits identifièrent l'un de ces hommes comme étant le capitaine Crozier, d'après les photographies montrées par Hall. Cette diminution progressive des observations reflétait la lutte acharnée des survivants contre les conditions impitoyables de l'Arctique. Les témoignages recueillis par Hall dressaient un tableau poignant de la détermination des hommes de Franklin face à des obstacles insurmontables, leur nombre diminuant inexorablement au fil des mois et des années. Les témoignages inuits recueillis au fil des années ont révélé des aspects inattendus de l'expédition Franklin. Ces récits, transmis oralement de génération en génération, décrivent non seulement le déclin physique des survivants, mais aussi des phénomènes étranges et inexpliqués. Les premiers témoignages font état de rencontres avec des groupes d'hommes en bonne santé, correspondant aux descriptions des marins britanniques. Ces hommes tentaient de communiquer avec les Inuits, cherchant des informations sur la géographie locale et les sources de nourriture. Au fil du temps, les récits inuits décrivent une détérioration visible de l'état des survivants. Les hommes apparaissaient de plus en plus émaciés, leurs vêtements en lambeaux. Certains mentionnent des hommes marchant avec difficulté, semblant désorientés ou confus.
Plusieurs témoignages rapportent des comportements inhabituels chez les survivants de l'expédition. Des hommes ont été vus en train de parler seuls ou de gesticuler vers des choses invisibles. D'autres semblaient terrifiés par des menaces que les Inuits ne pouvaient percevoir. Un récit mentionne un groupe de marins qui refusait catégoriquement d'approcher d'une certaine zone, affirmant qu'elle était habitée par des esprits de glace hostiles. Certains récits inuits évoquent des phénomènes que l'on pourrait qualifier de paranormaux. Un témoignage parle d'un marin qui semblait capable de prédire avec une précision troublante les changements météorologiques à venir. Les Inuits étaient stupéfaits par la justesse de ces prévisions. Un autre récit mentionne un groupe d'hommes qui auraient réussi à survivre pendant plusieurs jours sans nourriture ni eau, dans des conditions qui auraient normalement été fatales. Un témoignage particulièrement intrigant évoque une rencontre avec un petit groupe de survivants qui semblaient communiquer entre eux sans parler, comme s'ils pouvaient lire dans les pensées les uns des autres. Le témoin inuit a décrit cette scène comme profondément troublante et surnaturelle. D'autres récits mentionnent des phénomènes encore plus étranges. Un groupe de marins aurait été vu en train de marcher sur l'eau d'un lac gelé sans briser la glace, même si celle-ci était trop fine pour supporter le poids d'un homme. Un survivant solitaire aurait été observé en train de se transformer en animal, passant de forme humaine à celle d'un ours polaire, puis revenant à sa forme humaine. Des témoins affirment avoir vu des hommes de l'expédition disparaître et réapparaître à volonté, comme s'ils pouvaient se téléporter. Un récit parle d'un marin qui pouvait contrôler le vent et la neige, créant des tempêtes ou les calmant selon son humeur. Plusieurs témoignages mentionnent des lumières étranges suivant les groupes de survivants, décrites comme des orbes flottantes de diverses couleurs. Un Inuit raconte avoir vu un groupe de marins converser avec ce qui semblait être les fantômes de leurs camarades décédés. Un autre évoque un homme qui semblait pouvoir ressusciter les morts, ramenant brièvement à la vie ses compagnons décédés avant qu'ils ne retombent sans vie. Les derniers témoignages concernant l'expédition Franklin sont particulièrement énigmatiques. Ils parlent d'hommes qui semblaient se fondre dans le paysage arctique, devenant presque invisibles sauf pour les yeux les plus avertis. D'autres récits évoquent des figures solitaires marchant sur l'horizon, disparaissant et réapparaissant comme des mirages. Le dernier témoignage connu, datant prétendument de plusieurs décennies après la disparition de l'expédition, parle d'un homme âgé, correspondant à la description du capitaine Crozier, vivant seul dans une grotte éloignée. Selon ce récit, cet homme aurait affirmé être le dernier survivant de l'expédition Franklin et aurait montré aux témoins inuits des objets impossibles à décrire, prétendument issus d'un autre monde ou d'une autre époque. En 1981, l'anthropologue Owen Beatty de l'Université de l'Alberta lança une série d'expéditions visant à élucider le mystère de l'expédition Franklin. Son approche novatrice combinait l'archéologie, l'anthropologie physique et la médecine légale pour réexaminer les preuves existantes et en découvrir de nouvelles. L'une des initiatives les plus audacieuses de Beatty fut l'exhumation des corps enterrés sur l'île Beechey. Ces sépultures découvertes en 1850 contenaient les restes de 3 membres de l'équipage de Franklin, John Torrington, John Hartnell et William Brain. Les corps, préservés par le pergélisol arctique, offraient une opportunité unique d'étudier l'état de santé des hommes au début de l'expédition. L'exhumation, menée avec une grande précaution et dans le respect des défunts, révéla des corps remarquablement bien conservés. Les tissus mous, les cheveux et même les expressions faciales étaient intactes, comme si les hommes étaient morts récemment et non 140 ans auparavant. Le corps de John Torrington en particulier frappa les chercheurs par son état de préservation exceptionnel. Ses yeux bleus étaient encore visibles à travers ses paupières fermées, et ses traits étaient parfaitement reconnaissables. Cette conservation remarquable permit à l'équipe de Beatty de mener des analyses approfondies impossibles avec des restes moins préservés. Les examens détaillés des corps révélèrent des informations cruciales sur la santé des membres de l'expédition. Des signes de scorbut, une maladie causée par une carence en vitamine C, furent identifiés. Cette découverte n'était pas surprenante, le scorbut étant une affection courante lors des longues expéditions maritimes de l'époque. Cependant, la découverte la plus significative et inattendue fut la présence de niveaux de plomb anormalement élevés dans les tissus des corps exhumés.
Les analyses montraient des concentrations de plomb jusqu'à 10 fois supérieures à la normale. Cette constatation étaya la théorie selon laquelle les conserves mal scellées, dont les joints étaient soudés au plomb, auraient pu contaminer la nourriture de l'expédition. L'empoisonnement au plomb aurait pu avoir des conséquences désastreuses sur la santé mentale et physique de l'équipage. Les symptômes, incluant la fatigue, la confusion, la perte de mémoire et la faiblesse musculaire, auraient pu compromettre sérieusement la capacité des hommes à survivre dans l'environnement hostile de l'Arctique. En plus des examens sur l'île Beechey, Beatty mena des recherches sur l'île du Roi Guillaume entre 1981 et 1982. Il y découvrit les restes de 6 à 14 personnes. Certains de ces os présentaient des marques de découpe, corroborant l'hypothèse d'un cannibalisme suggéré par les témoignages inuits recueillis par John Ray des décennies plus tôt. Suite à cela, après des décennies de recherches infructueuses, une percée majeure survint le 9 septembre 2014. L'épave du HMS Erebus fut découverte dans la baie de Wilmot à Crampton, à proximité de la pointe nord de l'île du Roi Guillaume. Le navire gisait par seulement 11 mètres de fond, dans des eaux peu profondes et relativement accessibles. Cette découverte fut le fruit d'efforts collaboratifs impliquant des organisations gouvernementales canadiennes, des groupes inuits et des partenaires privés. L'utilisation de technologies de pointe, notamment des sonars à balayage latéral et des véhicules sous-marins télécommandés, fut cruciale dans la localisation de l'épave. L'état de préservation du HMS Erebus s'avéra remarquable. Bien que le pont supérieur se soit effondré, une grande partie de la structure du navire était intacte. Cette préservation exceptionnelle offrait aux chercheurs une opportunité sans précédent d'explorer l'intérieur du navire et de récupérer des artefacts. Les plongées initiales sur le site permirent de récupérer plusieurs objets, dont la cloche du navire, des assiettes en céramique, des boutons d'uniforme et même des fragments de vêtements. Ces découvertes offraient un aperçu fascinant de la vie à bord du navire et promettaient de nouvelles perspectives sur les derniers jours de l'expédition. 2 ans après la localisation du HMS Erebus, une autre découverte majeure eut lieu. Le 12 septembre 2016, l'épave du HMS Terror fut localisée dans la baie de la Terror, bien plus au sud que les chercheurs ne l'avaient initialement prévu. Le navire reposait par environ 24 mètres de fond, dans un état de préservation encore plus remarquable que celui de l'Erebus. La découverte du Terror fut en grande partie due aux connaissances traditionnelles inuites. Un membre inuit de l'équipage de recherche, Sami Godvik, partagea une histoire sur un mât de navire qu'il avait vu sortir de la glace des années auparavant. Cette information conduisit l'équipe à explorer la baie de la Terror, où l'épave fut finalement trouvée. L'état de conservation du HMS Terror stupéfia les chercheurs. Le navire était presque intact, avec ses mâts brisés, mais toujours debout, ses écoutilles fermées et ses vitres encore en place. L'intérieur du navire semblait intact, laissant espérer que de nombreux documents et artefacts pourraient être préservés. Un détail particulièrement intrigant fut observé. Les ancres du Terror étaient toujours levées et verrouillées, ce qui est inhabituel pour un navire délibérément abandonné. Cette découverte souleva de nouvelles questions sur les circonstances de l'abandon du navire et les derniers moments de l'expédition. Certains chercheurs ont émis l'hypothèse que le navire aurait pu être récupéré après son abandon initial, peut-être par des membres d'équipage désespérés cherchant refuge. Les explorations initiales du Terror, menées à l'aide de véhicules sous-marins télécommandés, révélèrent un intérieur remarquablement bien préservé. Les caméras captèrent des images de lits et de bureaux toujours en place, de cartes sur les tables et même de bouteilles intactes sur les étagères. La cabine du capitaine Crozier en particulier semblait presque intacte, promettant potentiellement des documents cruciaux sur les derniers jours de l'expédition. En mai 2021, une avancée significative dans l'identification des victimes de l'expédition fut réalisée. Des restes humains découverts sur la péninsule d'Adélaïde, sur l'île du Roi Guillaume dans les années 90, furent positivement identifiés comme appartenant à John Gregory, un ingénieur de marine du HMS Erebus. Cette identification fut rendue possible grâce à un échantillon d'ADN fourni par Jonathan Gregory, un descendant de John Gregory vivant en Afrique du Sud. Jonathan est l'arrière-arrière-arrière-petit-fils de John Gregory.
illustrant l'étendue temporelle de l'héritage de l'expédition Franklin. L'analyse ADN fut réalisée par des chercheurs de l'université de Waterloo, de Lakehead University et de Trent University. Ils utilisèrent une technique appelée séquençage de nouvelle génération pour extraire et analyser l'ADN des restes osseux, malgré leur état de dégradation avancé dû à leur longue exposition aux éléments. Cette identification représente une percée majeure dans la recherche sur l'expédition Franklin. C'est la première fois qu'un membre de l'équipage est identifié par analyse ADN, ouvrant la voie à de futures identifications potentielles. Elle démontre également l'importance continue de l'expédition Franklin dans l'imaginaire collectif et illustre comment les avancées technologiques modernes permettent de résoudre des mystères vieux de plus d'un siècle et demi. L'expédition Franklin, malgré son issue tragique, a joué un rôle important dans l'exploration et la cartographie de l'Arctique canadien. Ironiquement, les nombreuses expéditions de recherche lancées pour retrouver Franklin et son équipage ont grandement contribué à la découverte du passage du Nord-Ouest. Cependant, l'utilisation commerciale de cette route est restée limitée pendant de nombreuses décennies après sa découverte. Les conditions de glace extrêmes et la courte saison de navigation rendaient le passage impraticable pour la plupart des navires commerciaux. Ce n'est qu'en 1906 que le passage du Nord-Ouest fut complètement traversé pour la première fois par l'explorateur norvégien Roald Amundsen, un voyage qui lui prit 3 ans. Au cours du XXe siècle, le trafic maritime dans l'Arctique canadien est resté principalement limité aux brise-glaces gouvernementaux, aux navires de ravitaillement pour les communautés nordiques et à quelques expéditions scientifiques. Les routes commerciales traditionnelles passant par le canal de Panama ou le canal de Suez sont demeurées les options privilégiées pour le transport maritime international. Toutefois, le réchauffement climatique observé ces dernières décennies a commencé à changer la donne. La diminution de la banquise arctique a progressivement ouvert de nouvelles possibilités pour la navigation dans ces eaux. En 2007, pour la première fois, le passage du Nord-Ouest est devenu libre de glace pendant l'été, marquant un tournant potentiel pour le transport maritime. Depuis lors, l'intérêt pour les routes arctiques a considérablement augmenté. En 2013, le premier grand navire commercial a traversé le passage du Nord-Ouest, ouvrant la voie à une potentielle nouvelle ère du transport maritime. Les projections suggèrent que d'ici 2050, le passage pourrait être navigable pendant plusieurs mois chaque année. Cependant, l'utilisation commerciale du passage du Nord-Ouest reste controversée. Les préoccupations environnementales, les défis de sécurité et les questions de souveraineté continuent de compliquer son développement en tant que route commerciale majeure. De plus, la route maritime du Nord, longeant la côte russe, est actuellement considérée comme une option plus viable que le transport entre l'Europe et l'Asie. Ainsi, plus de 170 ans après l'expédition Franklin, le passage du Nord-Ouest, bien que désormais connu et occasionnellement navigable, n'a pas encore réalisé le rêve d'une route commerciale révolutionnaire entre l'Europe et l'Asie. Son avenir reste incertain, balancé entre les opportunités économiques potentielles et les défis considérables qu'il présente.